Yves, pour commencer, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter la maison d'édition et surtout l'organigramme de la maison? Alors, Le Moi le Reste a été fondé en 1996. C'était au départ une association, en fait, parce que j'avais une maison d'édition qui s'appelait Le Mot et le Reste. Je faisais des livres d'artistes, en fait. Donc, je demandais à des artistes, enfin, des poètes, des mots, et je m'occupais du reste. Et partant de là, donc, au fur et à mesure, je me suis retrouvé avec peut-être trop de textes, de poésie. Et puis, la structure s'est déployée au fur et à mesure dans ce cadre-là. Donc, ça explique aussi l'attention qu'on a en permanence sur les couvertures, la tenue graphique des ouvrages qu'on va trouver en continuum depuis. Voilà. Donc, ça, je fais court, hein. Peut-être qu'on reviendra dessus par la suite. Et puis, donc, l'organigramme aujourd'hui, c'est moi-même que vous voyez avec l'écran. Et puis, est arrivé assez rapidement Aliénor Rive, qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années à peu près à l'édito. Est arrivé donc ensuite Pierre Suchot qui travaille à la com. Il y a Hélène Berthaud qui travaille aussi avec nous à l'édito depuis bientôt 6 ans. Et Théo, donc Théo Bosségia, qui travaille plutôt, on va dire, sur tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Voilà, vous avez à peu près l'équipe qui suit la parution d'une quarantaine d'ouvrages par an. D'accord. Est-ce que sur les choix éditoriaux déjà, est-ce qu'il s'agit d'un choix personnel de votre part ou est-ce que vous faites ça en commun déjà? Non, 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 enfin, Ou chacun a sa quand je partie, sa collection? Non, non, Non? non, du tout. En fait, si jamais, par exemple, je prends la partie musique, c'est quelque chose qui fonctionne un peu comme un millefeuille. C'est-à-dire que il y a au fur et à mesure donc des auteurs qui deviennent au fur et à mesure donc des auteurs maison avec lesquels on a des échanges, qui nous amènent à faire des suivis et puis aussi qui nous présentent d'autres auteurs, hein. Je pense que Nicolas pourra l'évoquer aussi dans ce cadre. Enfin, voilà, c'est-à-dire il y a des cooptations qui se mettent en place là-dessus. Et puis, il y a des thématiques qui nous sont proposées. Bon, généralement, je prends le dossier, je suis la possibilité que cette intention devienne un synopsis, que ce synopsis ensuite fasse l'objet de rédaction, parce que c'est une chose que de faire, on va dire, des piges ici ou là, et se retrouver à faire un ouvrage qui va faire entre 200 et 300 pages. Voilà, donc il y a tout ce travail qui est fait en amont. Et à partir du moment où la chose est validée, donc ça va transiter notamment chez Aliénor qui coordonne l'éditorial, qui va suivre tout cela donc avec Hélène ensuite, et ensuite donc Pierre qui va travailler sur tout ce qui a trait à la com. Est-ce Voilà, ça est-ce c'est qu'on donc pour la partie effectivement donc musique, mais pour la partie littérature, dans le fond, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire que je fais la tête chercheuse tant dans mon réseau que sur le net, jusqu'au moment où je trouve, on va dire, les auteurs qui sembleraient être en équation avec ce que je souhaite pouvoir défendre dans le cadre enfin, de l'esprit de la collection de littérature. Alors, vous avez peut-être dû voir une dominante musique décidément nature qui est assez importante. L'articulation initiale, c'est tout de même l'univers de Thoreau, donc le natural writing, et tout ça, ça va donc donner une arborescence qui va se prolonger jusqu'à aujourd'hui. est-ce qu'on peut déjà présenter les 5 collections que vous affichez? Alors, en fait, tout ça, au fur et à mesure, ça s'est réduit. Il y a, on va dire, 2 collections essentielles, hein. Maintenant, bon, en faisant abstraction du fait qu'on a une collection poche, mais pour l'essentiel, tout ça s'articule sur la collection musique, qui est la collection principale maintenant de la maison d'édition, qui a été démarrée en 2006 par un premier ouvrage qui s'appelle Rock Pop, un itinéraire bis de Philippe Robert. Donc cette collection s'est déployée dans un premier temps sur comment dirais-je, des anthologies. Et puis, assez rapidement aussi, on a déployé des achats de droits, notamment l'ouvrage qui, au niveau de la musique, marche le mieux chez nous, qui est les mémoires d'un ingénieur du son de Geoff Emerick, qui était l'ingénieur du son des Beatles. Donc celui-là, on l'a eu assez tôt. Et tout ça, ça s'est déployé à ce niveau-là.
On est à peu près à entre 25, ou environ 25 ouvrages tout de même de ce type par an, donc ce qui est beaucoup, sur des prismes qui généralement sont assez larges en plus, parce que ça va des musiques savantes aux musiques populaires qui vont du blues au jazz en passant par la chanson française. Donc il y a cette partie-là. Et la seconde, qui a fini par se resserrer aussi, concerne la littérature, sur lequel effectivement le tropisme essentiel, c'est que la nature a un rôle très important dans ce cadre-là. C'est-à-dire que l'homme n'est qu'une des interventions, on va dire, dans le cadre de l'ouvrage. Elle? Oui, rebonsoir. Donc moi j'avais une première question qui était de savoir est-ce qu'il y a des livres pour lesquels c'est une commande de votre part parce que vous auriez envie de parler d'un groupe, d'une musique, ou est-ce que c'est les auteurs qui viennent plutôt vers vous avec le projet? Alors, c'est un peu les deux hein, qui se déploient dans ce cadre-là. Pour Nicolas, par exemple, il nous avait contacté avec un projet clair, et puis on a travaillé ensemble à partir de là. C'est vrai que pour d'autres, on a des thématiques qui nous sembleraient communes. C'est souvent avec des auteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, et on échange là-dessus. Et parmi les possibles se dégage une hypothèse de travail qui peut évoluer au fil du temps, mais néanmoins, donc on le met en place comme ça. Alors, ouais. Merci. Il y avait une question qui a pas pu, d'Églantine qui n'a pas pu être là ce soir. Euh, Elle s'interrogeait sur le fait d'utiliser des renvois en fin de livre et pas des notes de bas de page. Est-ce que c'est une constante dans vos livres ou est-ce qu'elle est tombée sur celui qui en faisait? Voilà, c'est la question que j'allais poser aussi. Il y a autant de livres que de cas de figure. Tout simplement, en littérature notamment, si jamais on se retrouve avec trop d'informations, effectivement, on va créer des lexiques en fin d'ouvrage. Dans la mesure du possible, on essaye tout de même d'éclaircir ou d'aider le lecteur, en tout cas, en souhaitant mettre le moins possible de notes. C'est toujours compliqué quand on lit quelque chose de devoir tourner des pages et avoir des informations par la suite. Voilà. S'il y en a peu, généralement, on les met en fin de page. Pardon, en bas de page. S'il y en a beaucoup, on commence à les mettre en fin de chapitre. Et s'il y en a encore plus, on les met à la fin d'ouvrage. Ok. On n'a pas parlé tout à l'heure de votre emplacement. Vous êtes basé à Marseille. Est-ce que vous avez des difficultés particulières pour, entre guillemets, exister dans la sphère éditoriale ou pas du tout? Non, non, c'est pas la sphère éditoriale, c'est plutôt l'inverse en fait. On a de l'espace. On a ici un rez-de-chaussée avec 100 mètres carrés, plus un jardin pour des prix tout à fait corrects. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas ce genre de choses, évidemment, si on se retrouvait sur Paris. Donc, on a une vraie sérénité à ce niveau-là. Bon, sachant aussi que Aliénor, qui a des enfants en bas âge, travaille aussi pour partie de chez elle. Voilà, enfin, on a toutes sortes de possibilités, mais de disponibilité en tout cas dans cet espace. Là où en revanche le bas blesse, ou en tout cas peut poser problème, c'est notamment pour tout ce qui a trait à la communication, puisque on a beau, quand on vit en région, être régionaliste, de défendre l'idée de vivre et de travailler au pays. Néanmoins, tout ce qui a trait à la communication, les médias, c'est Paris. Voilà. Et si on n'est pas là pour mettre nos bouquins dans cet espace-là, c'est compliqué parce qu'on est dans un lieu qui a besoin d'être rempli constamment. Donc c'est le premier arrivé qui est le premier servi. Voilà, donc on a donc à veiller là aussi à être souvent sur Paris, de bouger pas mal. Bon, du coup, effectivement, on travaille beaucoup via Internet hein, pour donner les informations requises là-dessus. Sachant que, en revanche, pour la partie musique, on a l'avantage tout de même d'être sur un temps long. Ça nous est arrivé, ça nous arrivera encore, de nous retrouver avec des espèces médiatiques dévolues à des livres qui peuvent être parus il y a plus d'un an. Parce qu'on n'est pas sur des actualités dévolues aux rentrées littéraires. Mathie? Bonsoir. Bonsoir. Je m'intéresse à votre collection, enfin tout ce que vous publiez sur Thoreau, et je me demandais comment ça se passait pour éditer un auteur décédé et construire une collection à partir de ce qu'il a écrit, parce que j'imagine qu'il faut se différencier des autres maisons d'édition qui ont aussi publié cet auteur-là.
Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Taureau? En fait, c'est un petit peu comme la musique, tout ça c'est aussi constitutif de ce que j'étais ado. J'ai grandi avec des magazines de type rock et folk et aussi avec une espèce de contre-culture qui mettait Taureau et notamment une partie de son espace intellectuel qui était dévolu à la résistance au gouvernement civil, ce qui est devenu par la suite la désobéissance civile. Et je m'étais dit que si un jour je devenais éditeur, parce que tout ça, c'est un languissement qui s'est opéré. Je n'aurais jamais pensé à un moment donné me retrouver à la tête d'une maison d'édition de ce volume-là. Donc j'avais l'idée à un moment donné donc, de retraduire Taureau, parce que c'est une espèce d'évidence maintenant de dire Taureau est un petit peu partout, oui, mais parce que le travail a été fait depuis une dizaine d'années. Mais quand on a commencé enfin, traduire ou retraduire tous les essais avec une même traductrice au départ, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il a fallu tout simplement reprendre les textes en anglais. Alors là, on a une chance aussi importante, c'est que via d'autres auteurs, j'ai rencontré des traducteurs et à ce moment-là, j'avais une traductrice qui vivait au Canada, une traductrice française, qui s'appelle Nicole Mallet, qui a bien voulu nous accompagner dans ce cadre-là. Et on a eu aussi une chance, c'est qu'on avait un universitaire lyonnais qui s'appelle Michel Granger, qui a suivi aussi mot à mot, lettre à lettre, la tenue de ces textes et surtout qui, à chaque parution de Taureau, nous a fait une introduction contextualisée en replaçant toute cette aventure en perspective. C'est notamment lui qui a travaillé sur la sélection de l'anthologie issue du journal de Taureau. Parce que là aussi, on était en face de quelque chose de difficile. Comment traduire une masse de, je crois, 17 volumes en anglais, enfin, dans le cadre duquel il y avait éventuellement une dizaine de pages ou plus qui concernaient que l'aspect des graines dans le vent, par exemple. Bon, c'est très poétique, mais à tourner des pages comme ça peut devenir lassant. Voilà, donc on a travaillé comme ça et on arrive quasiment à la fin. Maintenant, on va se contenter au final quand même d'aller jusqu'au bout, en ce sens où on n'a pas fait d'anthologie, nous encore, alors qu'on a les meilleures traductions des textes de Taureau. Gallimard nous l'avait demandé il y a 2 ans, donc c'est une chose que j'avais refusée. Et ça ne les a pas empêchés de continuer à faire des anthologies de ce type à partir de traductions, on va dire, assez anecdotiques tout de même des années du début du siècle dernier. Voilà, donc on resserre ça et puis après, j'imagine que de temps en temps, on va continuer à remettre au goût du jour Taureau en faisant des rééditions de ce qu'on a pu faire. Mais on a fait paraître tout de même, je crois, une vingtaine de bouquins, ce qui n'est pas peu. Avec une préface parfois de Jim Harrison quand même. Alors oui, Jim Harrison, c'est encore autre chose parce que là, on était sur la traduction de Walden, donc on avait souhaité travailler avec Brice Mathieusan parce qu'on se disait que là, il fallait quand même qu'on ait un traducteur qui soit au fait des dernières tournures ou évolutions linguistiques des États-Unis, qui devait aussi bien connaître la nature. Et à ce moment-là, Brice Mathieusan travaillait sur le dernier texte de Jim Harrison à paraître, je ne sais plus si c'était chez Flammarion, c'est le moment où il changeait de maison d'édition d'ailleurs. Et puis, il lui a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une introduction à cet ouvrage? Et il a dit donc, ok, je veux bien, mais en échange d'une bouillabaisse à Marseille. Bon, Dieu merci pour nous, il est décédé avant, parce que je connais sa réputation, et je crains le pire à ce niveau-là. Je pense qu'il nous avait cédé gratuitement, mais je pense qu'on aurait eu un bon coup de bambou derrière la tête, d'autant que toute l'équipe, évidemment, du Mot et le Reste, aurait souhaité venir là à juste titre. Donc voilà, ça aurait été certainement une soirée homérique, mais ça s'est arrêté à cette histoire. Voilà, c'était l'anecdote, effectivement, de cette introduction, sachant aussi que Jim Harrison disait d'une façon claire que c'était quand même le bouquin constitutif de ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'effectivement on puisse vivre, enfin une famille entière quasiment en lisant que cet ouvrage et en considérant que à partir de là, on allait faire une œuvre. Ce qu'a au demeurant fait Jim Harrison. Merci. Merci. Patrick, alias Séverine. Tu as ton micro. Ouais. Bonjour. J'ai comprendre que vous allez publier des romans noirs et des polars québécois. Oui. Donc, je voulais savoir si l'info était bonne et si vous pouvez nous en dire plus et qu'est-ce qui vous amène à aller vers cette littérature.
Alors, on revient effectivement à la structuration de la maison d'édition. Moi, ça fait plusieurs années que je vais au Québec. Je suis breton d'origine et je trouve beaucoup d'analogies effectivement avec mes espaces de départ. C'est vrai que Québec, pour moi, je trouve qu'il y a un côté Saint-Malo qui m'a toujours plu. Enfin, c'est une des rares villes de petite taille, enfin, qui correspond à ce que je peux connaître en Europe. Et c'est vrai que le dynamisme que j'ai pu rencontrer à maintes reprises, notamment à Montréal, avec ce côté, comment je pourrais dire, c'est de l'Europe, c'est encore du français, mais tout le comportement est totalement anglo-saxon. Et c'est un mélange de vieux français, on s'en aperçoit notamment quand on travaille sur les textes, et de joual, le fait est, et puis pas mal d'anglais. C'est assez surprenant cette histoire. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis dit, mince, il y a vraiment des superbes choses qui peuvent s'y trouver et qui ont très très peu de relais en France. Et je me suis retrouvé là, en faisant appel à un certain nombre de maisons d'édition que je connais, avec des propositions qui sont vraiment, vraiment intéressantes, tant dans le domaine de la littérature au demeurant, parce qu'on fera notre rentrée littéraire cette année avec un ouvrage québécois qui s'appelle L'apparition du chevreuil d'Élise Turcotte, donc il était paru chez eux, donc aux éditions Alto. Et là, pour les deux premiers polars, ce sont des polars issus d'une maison d'édition qui s'appelle, ça y est, j'ai un trou sur cette affaire, ça va me revenir tout à l'heure, donc Héliotrope, pardon. Et on va donc déployer ce travail avec eux sur 2 ou 3 ans. J'entends par là que j'ai eu des suggestions de l'EMEAC, j'ai eu des suggestions de Boréal. On va dire la totalité des maisons d'édition québécoises ont proposé des textes. Alors évidemment, pour les premiers, la relation à la nature aussi est très importante. Évidemment, là aussi, quand on regarde tout simplement leur géographie, c'est pas anodin. Hein. J'ai toujours été un petit peu étonné, parce qu'on parlait tout à l'heure de Jim Harrison. Aujourd'hui, les amateurs de ce type de lecture connaissent tous le Montana d'une façon assez précise. On connaît aussi quasiment la capitale, on connaît même les feux précis de la ville, on connaît les rivières. Québec, ça marche pas, alors que c'est la même chose. Peut-être qu'il suffirait de regarder tout simplement les destinations de Paris pour aller sur l'Amérique du Nord. Pour l'essentiel, on va dire à 60-70%, c'est les États-Unis, 30% pour le Canada. Et ça se resserre après pour le Québec. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais c'est vrai que dans le cadre en tout cas des romans, c'est un plaisir absolu que de lire tous les soirs des ouvrages sur lesquels on se dit, mais mince, il y a des choses à faire pour la France dans ce cadre-là. On va peut-être alterner avec Nicolas justement pour parler de son roman. Est-ce que Yves, tu veux déjà débuter et Nicolas enchaîner ou l'inverse, peu importe. Déjà commencer par le pitch, voilà, et surtout la sortie. Le pitch, je vais le laisser le plaisir de. C'est juste pour faire le lien de l'un à l'autre. Là, effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, c'était il y a 1 an et demi, je crois. Ouais, c'est ça. C'était à Montréal dans un bar. Juste pour dire que on continue tout de même à avoir des liens par rapport à ce Québec. C'est à toi si tu veux. C'est à moi. Ok, non, je sais pas, je m'attendais pas. J'étais venu juste en spectateur, mais ok, pas de problème. Non, c'est vrai que ça fait depuis mon premier livre chez Le Mot et le Reste, a été publié en 2018. Donc c'était un livre sur la soul, et là j'en prépare un autre sur le rappeur Kendrick Lamar, donc toujours chez Le Mot et le Reste pour Yves. Je sais pas si c'est confirmé encore pour septembre, mais pour l'instant c'est septembre. Oui, tout à fait. Ouais, donc voilà, je sais pas si qu'est-ce que vous voulez savoir justement nous raconter un peu le personnage et voilà, une sorte de pitch pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais sait-on jamais, mais ouais, Kendrick Lamar, c'est peut-être l'un des artistes les plus connus, en tout cas dans le monde de la musique aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que c'est quelqu'un qui a un très très gros impact culturel. C'est peut-être la dernière icône, en tout cas, du monde du rap qui fait la synthèse avec de plus de 40 ans de musique. Et du coup, ça va être un livre qui va être très historique, qui a été tissé aussi sur place, donc à Los Angeles, dans la ville de naissance de Kendrick Lamar.
Donc, il y a eu un très très gros travail de recherche par rapport à ça, et ça va être un gros livre. Yves, prépare-toi à ce que Aliénor et Hélène aient un peu de boulot de relecture. Je suis désolé, mais, Ah mais ben, euh, on commence quand tu veux, hein. De toute ouais, ouais. façon, ce sera un plaisir de J'ai lire encore, ça. j'ai encore un mois avant le rendu. C'est toi après qui vas me rigoler quand tu verras les corrections arriver. C'est ça. Non, mais en tout cas, ce que je peux dire, peut-être, je sais pas si certains veulent connaître le processus de sélection, enfin, comment je suis rentré en contact avec le mot et le reste. Je sais pas, Bien sûr, peut-être que bien ça sûr. peut intéresser Oui, bien sûr, bien sûr. certaines personnes plus que peut-être le livre qui apparaît, qui est peut-être pas un sujet qui intéresse tout le monde, je sais pas trop. En fait, ça a été très simple. J'ai envoyé un mail. Ça peut paraître étonnant parce que on a toujours des histoires dans le monde de l'édition d'auteurs qui font des propositions de manuscrits et qui sont jamais recontactés, qui sont toujours refusés. Là, ça a été très simple. Yves m'a répondu quelques semaines après ma proposition. Et à partir de là, tout a coulé. C'était assez simple. Tu signes ton contrat et après tu travailles et le livre est publié. Ça m'a étonné que ce soit aussi simple en fait. Je pense qu'il y a un moment, non mais c'est vrai, je pense qu'à un moment il y avait je répondais aussi à une demande ou du moins un manque au niveau de la soul chez Le Mot et le Reste, c'était un genre qu'ils n'avaient pas encore exploré. Et à partir de là, j'ai eu l'opportunité de publier un livre qui était un petit rêve pour moi, et depuis, j'en ai écrit 3 autres, et j'espère que ça va continuer. Super. Et Yves, Ah, qui parle. Ah, Isabelle, on t'entend pas. J'entends pas, Isabelle. Non. Isabelle? Moi, j'entends pas en tout cas. Ah. Non, Anthony, si tu me désactives, ça marche moins bien. Eh oui, mais j'étais obligé. C'est bon là? Ça marche ou pas là? Ouais, moyen. Vous m'entendez? Oui. Pourquoi cet artiste en particulier, c'est Kendrick Lamar? Ouais. Alors en fait, Yves parlait tout à l'heure du sujet qui était construit avec les auteurs. C'est Yves qui m'a proposé le sujet quand on s'est vu justement à Montréal. Et au début, j'étais assez sceptique. Et ça montre aussi la relation qu'on peut avoir avec l'éditeur, d'essayer de lui faire confiance. Il pensait que c'était un bon sujet. Moi, c'était un sujet qui me passionnait parce que c'est pas l'artiste que j'aime le plus ou que j'écoute le plus, mais encore une fois, pour moi, c'est quelqu'un qui dit énormément de choses sur le monde qui nous entoure et qui réussit à dépasser les clichés qu'on peut avoir sur le monde du rap. Quelqu'un qui fait des textes très poétiques, très engagés. Et écrire sur Kendrick Lamar, ça permet de brosser l'histoire du rap, mais aussi l'histoire de la soul, du funk, du jazz. C'est quelqu'un qui incarne vraiment toutes ces extensions-là, enfin, qui est l'extension de tous ces genres-là. Et sa musique est très riche, très complexe. J'ai mis 2 ans à écrire ce livre, presque à temps plein, à décortiquer ses albums, ses mixtapes, tout ça. Et c'est très intéressant en fait de relier tout ce qu'il a fait. Et j'ai essayé aussi de faire un livre qui soit vivant. Moi, j'ai lu beaucoup de biographies d'artistes, que je suis passionné de musique évidemment. Et en fait, j'ai essayé de faire l'inverse de ce que j'aimais pas trop dans ce que j'avais pu lire auparavant, c'est-à-dire des biographies très linéaires, chronologiques, avec une succession de dates qui sont finalement très intéressantes historiquement et d'un point de vue des détails qui sont très précises, mais qui sont finalement pas forcément agréables à lire, qui ne se lisent pas avec autant de plaisir qu'on pourrait lire un roman. Donc ça a été un travail assez difficile de lier cet aspect parfaitement juste d'un point de vue historique, mais aussi faire quelque chose qui soit agréable à lire. Et la musique de Kendrick Lamar, en fait, comme disait Yves, c'est un roman à lui tout seul. Donc c'est un personnage qui se prête assez bien à la narration. Eva? Oui, effectivement, ce qu'évoque Nicolas est assez intéressant parce que ce sont souvent ce type de relations qui sont mises en place dans le cadre de la musique. C'est vrai que suite à ce premier ouvrage, l'interrogation c'était est-ce qu'on continue, est-ce que tu veux continuer déjà, vers quoi tu pourrais te diriger? Et on avait quelques possibles, effectivement, sur lesquels on a débattu. Et on cherchait aussi le fait que dans ces possibles-là, il y ait des artistes qui, paradoxalement, n'auraient pas d'ouvrage ou de biographie en fait, sur eux en langue française. Et c'est vrai que pour ce qui a trait au rap, notamment, en tout cas en France, on est assez en décalage par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis et en Angleterre. Bon, au demeurant, la biographie de Nicolas paraîtra avant la première biographie de Kendrick Lamar, même en Amérique.
Donc, c'est une grande première. Il faut quand même le souligner dans ce cadre-là, quoi. C'est pas parce qu'on est en France qu'on ne serait pas largement au niveau de ce qu'on peut voir dans le monde de l'édition, dans le cadre de la musique. Voilà, puis après, on est aussi à la disposition des auteurs. On a décalé à 2 reprises, je crois, aussi la parution de l'ouvrage, parce que, évidemment, donc, avant ce qui se passe donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé jusqu'au mois dernier, on envisageait l'apparition de l'ouvrage un petit peu plus tôt, mais on était aussi dans le cadre du fait que Kendrick Lamar devait sortir un nouvel album, probablement d'ici l'été, accompagné d'une tournée où il était en tête d'affiche sur tous les principaux festivals internationaux. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant donc, à devoir gérer cette absence-là. Et c'est assez paradoxal parce qu'au final, pour le monde de la musique, notamment en public, ben, il ne reste pas grand-chose. Il reste peut-être la mémoire de tout cela dans des ouvrages en papier, quoi. Eva? Oui, bonsoir et merci parce que grâce à vous, j'ai découvert Kendrick Lamar. Je ne savais pas qui c'était. Mais c'est très intéressant, très instructif. J'avais une question pour vous, Yves. Vous y avez déjà un petit peu répondu, parce que vous avez parlé des romans québécois, un petit peu de la rentrée littéraire. J'avais envie de vous demander vers quoi vous aviez envie d'aller, en fait. Quelles étaient les idées que vous aviez en tête, soit pour développer, faire plus de collections encore, ou peut-être, là on parlait de musique, des sujets ou des musiciens qui vous intéresseraient pour avoir des livres publiés sur ces sujets dans votre maison. Alors, si jamais je regarde si jamais j'ai une liste, oui. Je vais me contenter déjà de la liste des parutions jusqu'à la fin de l'année. Ça vous donnera une indication de ce vers quoi on va. Là, en juin, on sort comment je pourrais dire, un ouvrage sur le rap au féminin en France, qui s'appelle Pas là pour plaire. On va sortir en même temps donc, un ouvrage sur une anthologie sur le disco. On va continuer avec un autre ouvrage anthologique sur les musiques du monde arabe, tout ça pour juin. On va se retrouver ensuite avec un ouvrage sur, comment je peux dire, sur le blues basique, effectivement le blues joué comme avec une guitare simplement au Mississippi depuis une dizaine d'années. On va se retrouver avec on va dire deux rééditions de Mishka Sayas, dont notamment le fameux Bono par Bono qu'on réédite. Nicolas, donc avec Kendrick Lamar, qui va être couplé en termes de parution avec un autre ouvrage, ça va peut-être vous amuser, sur Dalida. Voilà. Vous voyez, donc les prismes sont relativement larges. C'est pas du tout la même histoire. Je m'arrête à ça parce que, en fait, là, par exemple, il y a un cas de figure qui est assez amusant. On a été contacté par l'auteur du bouquin sur Barbara, tout simplement parce qu'elle connaissait notre travail déjà fait, notamment sur les femmes et la musique, et notamment, on va dire, les relations un peu, on va dire, ardues tout de même que les femmes ont à avoir dans le cadre de la culture et de leur capacité à pouvoir s'exprimer convenablement sans qu'il y ait des mains aux fesses ou, enfin, pour faire court, des problèmes, on va dire, assez difficiles, quoi. Et Barbara Lebrun travaillait déjà sur Dalida, notamment sur l'idée de qu'est-ce que le bon goût, sur quels critères on le met en place, c'est quoi une émotion masculine, c'est quoi une émotion féminine dans le chant, enfin, toutes sortes de choses qui nous intéressaient. Et puis, on s'est retrouvés devant ce texte-là. Elle est universitaire et elle travaille à Manchester. On s'est retrouvé devant ce qu'on appelle en anglais donc, ces fameuses cultural studies qui posent le problème de genre, là aussi, sur quels critères les choses se déploient. Et puis, bon, on a dû tout de même donc, travailler aussi sur ce qui concerne, comment je peux dire, le style. Barbara est universitaire, donc pour elle, ça va de soi que le langage est d'un certain niveau. Or, nous, on part toujours du principe que les ouvrages doivent être impérativement pédagogiques. C'est-à-dire que ceux qui n'y connaissent rien doivent pouvoir s'en sortir, ceux qui sont pointus doivent être en face de quelque chose sur lequel il y a peu de reproches à faire. Après, bien entendu, c'est aussi la latitude de l'auteur que de prendre des points de vue et de
les développer. Voilà, donc là, nous sommes en septembre. En octobre sort un ouvrage sur le soft rock, une anthologie. On bascule ensuite sur, toujours pour octobre, sur une monographie concernant Gavin Bryars, qui est, on va dire, quelqu'un de vraiment très important dans le cadre de l'opéra contemporain. C'est un Anglais. On va sortir ensuite donc, une histoire très littéraire, parce que c'est à la limite, là, en revanche, de la littérature, sur Jimi Hendrix, qui est très poétique. On va continuer donc en novembre avec, là aussi, un texte très important sur NTM, non pas les énièmes textes, effectivement, sur nos deux auteurs favoris, Kulchen et son avatar, mais plutôt sur les conditions dans lesquelles sont parus, on va dire, ces groupes, et puis comment, on va dire, au fur et à mesure, NTM est devenue cette usine à tubes et usine RIC qu'elle a pu déployer. C'est-à-dire qu'on a tout, effectivement, tous les gens qui ont travaillé tout autour et avec NTM ont été interviewés. Et on finit avec un autre ouvrage sur les producteurs qui ont lancé Britney Spears et d'autres, enfin lancé, qui ont contribué au développement de carrières comme ces gens-là. Et donc le thème, ça va être Neptune et Timbaland, la naissance, enfin plutôt le déploiement des grands producteurs de pop. Voilà, et là, nous sommes sur 6 mois. J'en ai autant sur les 6 mois qui viennent, début 2021, sans compter les projets qui sont en cours. Donc, ça veut dire que je suis sur un grand angle, effectivement, intellectuel, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types d'écriture, sachant que dans le même temps, au hasard, en novembre, on sort un ouvrage sur les origines du natural writing. Voilà, donc ça veut dire que je peux avoir des échanges sur le heavy metal pendant 2 ou 3 heures et ensuite me retrouver effectivement à échanger sur le polar québécois. On n'est pas dans le même registre, et c'est tout ce qui fait aussi l'intérêt au final d'une maison d'édition et de faire des choix. Je veux dire, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue intellectuel, c'est un vrai plaisir. Alors Yves, je vous interromps juste 2 secondes, ça va couper, il suffit juste de se reconnecter. Hein. D'accord? Si ça coupe, ne vous inquiétez pas, on relance une session. Qui avait été intervenu juste avant? Non, j'étais juste en train de rebondir en fait sur ce que Yves avait dit. En demandant, c'est parce que vous vous intéressez à vraiment plein de choses de façon. Vous avez toujours été intéressé par des choses très diverses. Enfin, rien que dans la musique, là, on a fait quasiment le tour. Ouais, on a été coupé, mais en fait, j'étais en train de vous demander si vous aviez toujours été un peu curieux de tout, avec des goûts éclectiques. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a des collections avec des thèmes qui sont vraiment très variés, et même dans la collection musique, je pense qu'on a fait le tour de tous les styles qui pouvaient exister en fait. Oui et non, parce que notamment la partie classique est très peu déployée. La partie opéra, à mon grand désespoir, on n'a pas pour l'instant déployé quelque chose concernant les chanteurs d'opéra, on n'a pas déployé quelque chose qui concerne Monteverdi, on n'a rien fait sur Mozart. Enfin, il y aurait là aussi de quoi faire largement. Voilà, je suis en train d'essayer de voir ce qui pourrait manquer. Je pense que sur les musiques savantes, on a encore un travail à faire. On a un travail à faire sur la voix, notamment. Je sais que tout ce qui concerne effectivement le rap, bon, il y a beaucoup à faire parce qu'il y a très peu d'existants. Voilà, mais c'est essentiellement effectivement sur les musiques classiques que je souhaiterais voir peut-être d'autres propositions. Pour l'instant, elles sont très peu élaborées. Elle me semble assez peu satisfaisante. Et bon, c'est vrai que ce que je peux voir chez d'autres collègues, hein, je pense en particulier à, chez Fayard, bon, il y a un côté un petit peu vieux jeu, vieillot qu'on aimerait bien aussi faire bouger. Parce que l'idée pour nous aussi, c'est tout de même d'avoir des auteurs beaucoup plus jeunes qui voient aussi ce type de musique à partir de leur âge et non pas cette espèce d'âge d'or, on va dire, de la musique classique en majesté qui a peut-être pu durer jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Voilà, il y a tout ce travail-là qui reste encore à faire. Ça avance. On a quelques auteurs, effectivement, qui sont notamment des spécialistes des musiques savantes et on continue avec eux.
On a notamment là aussi un gros travail à faire sur les femmes et la musique. C'est-à-dire on l'a eu fait dans le cadre des musiques populaires, on l'a eu fait maintenant dans le rap à 2 reprises cette année. Il nous reste à faire une histoire de la musique et des femmes, et notamment des compositrices. Pourquoi, à un moment donné, elles ont dû lâcher leur carrière, pourquoi c'est le frère Mendelssohn qui est choisi plutôt que la sœur, enfin, etc. Il y a tout un, non pas seulement un débat, mais voir les conditions dans lesquelles, tout simplement, s'opère la visibilité de quelqu'un, ou pas d'ailleurs. Alors, Florence avait une question qu'elle n'a pas pu poser, mais elle voudrait savoir si dans la section musique, il est prévu un ouvrage qui traite à la fois de la dimension historique et analytique des œuvres, au niveau de l'approche de type musicologique. C'est le cas, on l'a eu fait à plusieurs reprises. Alors après, ce sont sur des segments relativement précis, mais je pense notamment à ce qui concerne les musiques électroniques. Sur le XXe siècle, c'est typiquement ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas comprendre l'évolution des musiques électroniques sur le XXe siècle, enfin, y compris jusqu'au XXIe, si on ne tient pas compte de l'évolution électronique et des conséquences qui sont les albums qui arrivent. Donc tout, impérativement, doit être contextualisé. Après, on est sur d'autres segments, on a pu le faire notamment sur le blues, etc. On l'a fait sur les musiques et les femmes, effectivement. Et ça, je reviens encore là-dessus parce que c'est toujours assez intéressant de souligner que, notamment dans toutes les musiques enregistrées du XXe siècle, on va trouver souvent des femmes au départ. Et quand l'industrie se met en place, c'est les gros cigares qui arrivent et puis on vire tout le monde. Et on... Céline? Bonsoir. Moi, j'ai à nouveau une question, mais un petit peu plus d'ordre général. Il me semble que vous avez dit que vous aviez créé la maison d'édition en 1996. Donc, c'est à peu près 25 ans, en tout cas bientôt aux 25 ans. Du coup, je voulais savoir si en 25 ans, vous aviez beaucoup vu votre métier évoluer, votre métier d'éditeur ou la relation avec les auteurs, le profil des lecteurs. Enfin, voilà, est-ce que sur 25 ans, il y a eu de vrais changements entre le métier d'éditeur de l'époque et celui d'aujourd'hui? Alors, il y a déjà une chose simple. Quand j'ai démarré, je faisais des livres d'artistes, c'est-à-dire des choses assez simples dans leur structuration. On était à 2 et puis il fallait que j'aille vendre ça chez les collectionneurs. Enfin, j'étais à la maison des artistes à ce moment-là, donc c'était assez simple au niveau des relais. Ça s'est complexifié à partir du moment où je me suis retrouvé à éditer ce que j'appelle des ouvrages de tirage courant, notamment de la poésie, où là, je ne savais même pas comment me tripatouiller pour amener les bouquins à la FNAC ou ailleurs. Donc, je créais des comptes ou des choses comme ça. Je me suis retrouvé là aussi avec, on va dire, des diffuseurs, distributeurs, un petit peu abracadabrants parfois. Ce n'était pas génial, mais il fallait bien avancer. Et puis, quand la maison d'édition s'est retrouvée il y a quelques années, 7 ou 8 ans là maintenant, tout de même avec Harmonia Mundi, ça a totalement changé les choses parce qu'effectivement, il fallait être beaucoup plus méthodique. Et c'est vrai qu'on a eu aussi le temps de se préparer à ça au fur et à mesure, que ce soit donc Aliénor dans le cadre de son travail, de la méthodologie qu'on a pu mettre en place, des logiciels qu'on exploite. Et puis surtout, il y a une chose qui est, je pense, capitale quand même pour nous, et je reviens encore quant au fait de vivre en région, c'est que quand on a commencé les bouquins sur la musique, il y avait très très peu d'Internet. Ça ramait comme je ne sais quoi, c'était compliqué. Les Wikipédia étaient embryonnaires. En France, ça n'existait quasiment pas à ce moment-là. Et on était toujours à la merci, au final, de ce qu'on pouvait proposer à l'étranger. Donc, j'étais souvent allé voir ce que pouvaient faire des collègues anglo-saxons en me disant « mince, mais pourquoi il a eu accès à ça et moi, je ne l'ai pas ». Et puis, Internet arrivant, on s'est aperçu que, et ça c'est inouï, quoi. On peut se retrouver pour les Bretons sur l'île de Sein où on veut. On a accès à la même chose que des gens qui se trouvent à New York. C'est immédiat, c'est instantané. Il suffit d'avoir une idée assez précise, en tirer un fil. À partir de là, on s'aperçoit assez facilement, et Nicolas pourra me le confirmer aussi, quand il s'est agi notamment d'aller contacter un certain nombre de personnes connaissant Kendrick Lamar, ma foi, entre ces gens-là et nous, il y a un mail et un Facebook ou je ne sais quoi. Enfin, donc c'est relativement simple.
Et puis, ça a permis à beaucoup d'auteurs qui avaient du style, je pense notamment en France, mais qui avaient peut-être quelques difficultés d'avoir accès à une base de données sur le net, de pouvoir avoir tout aujourd'hui, de confronter un certain nombre d'informations et de pouvoir les déployer. Donc, s'il y a bien une chose, en tout cas, qui a été révolutionnaire dans ce cadre-là, c'est bien ça. De la même façon, quand j'ai débuté, on ne travaillait pas encore de cette façon-là avec des imprimeurs. Aujourd'hui, on prépare le tout, on prépare un PDF, ça file directement chez eux. Si c'est lourd, on fait tourner le tout, on mouline et puis ça va. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur quelque chose d'absolument dématérialisé. Ce n'était pas le cas quand j'ai débuté. Évidemment, 10 ans encore avant, c'était encore pire. Enfin, pire en ce sens où il fallait tout faire à la main. Et puis, effectivement, quand on était prêt, on amenait, on va dire, les maquettes chez l'imprimeur, on devait les flasher, enfin, etc. Maintenant, c'est vrai que si on regarde le nombre de parutions qu'on a, de l'ordre d'entre 30 et 40 tout de même par an, ça va beaucoup plus vite. En tout cas, ce matériel-là nous a largement aidés. Oui, dans ce cadre-là, il y a vraiment une révolution, sachant que effectivement aussi le fait qu'on se soit retrouvé avec, comment dirais-je, un distributeur diffuseur professionnel à notre hauteur aussi, parce qu'on n'est pas cannibalisé par, on va dire, des maisons d'édition qui auraient du Musso, du Lévy ou je ne sais quoi, qui dans leur portefeuille, auquel cas donc on serait mis sur un strapontin. Non, là on est vraiment bien mis en évidence avec cette structure et c'est un plaisir de voir nos bouquins atteindre sans difficulté les libraires. Donc oui, à ce niveau-là, il y a une différence vraiment, vraiment importante. Anna? Bonjour, moi j'avais une question pour Nicolas surtout. Je voulais savoir comment est-ce qu'il s'était documenté sur Kendrick Lamar. Moi je suis très fan et je me demandais comment est-ce qu'il était arrivé à le contacter peut-être pour l'interviewer ou comment il s'était documenté sur sa vie. Alors ça a été très très compliqué pour rien cacher. En fait, Kendrick Lamar et son label sont des personnes qui laissent entrer absolument personne. Je dis souvent que c'est une espèce de forteresse, en fait, ce label. Il communique avec personne, jamais. Kendrick Lamar, c'est quelqu'un qui a absolument rien posté sur ses réseaux sociaux depuis 2017, je crois. Donc, ça fait presque 3 ans. Dans le monde actuel, c'est assez incroyable. Donc, lui, il est inaccessible. Les gens qui travaillent avec lui également, ils sont au courant qu'un livre va sortir, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai pas pu les interviewer. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est ruser, en fait. J'ai dû aller sur place, donc dans les quartiers de Los Angeles, aller interviewer des gens avec qui il avait grandi, des gens avec qui il avait travaillé, mais qui ne sont pas directement liés au label. Donc, en fait, tout ce travail-là a nourri les recherches que je faisais par ailleurs. En fait, c'est du travail de terrain. Et ensuite, au niveau de la documentation, c'est beaucoup de livres sur la soul, beaucoup de livres sur le funk, un peu sur le jazz, beaucoup de livres sur le rap, essentiellement des livres américains, et énormément d'interviews écrites ou vidéos. Donc, le travail de recherche a été plus long que le travail d'écriture, je pense. Et ça a été un vrai challenge. Oui, parce qu'il y a quand même très peu de... ouais, c'est vrai qu'il n'est pas visible, quoi. On a beaucoup de mal à l'apercevoir. Et puis, il sort déjà de la musique très rarement. Enfin, mais c'est techniquement, vraiment il n'existe pas, en quand fait. il sort quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est très intéressant aussi parce que c'est une technique de communication qui est originale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est dans une logique de toute médiatisation où quand un artiste va faire un brunch, il le poste sur son Instagram. Kendrick Lamar, il a la logique totalement inverse, ce qui fait que quand il sort quelque chose, en fait, c'est un événement monumental. Je me rappelle, il avait changé sa bannière sur Twitter. Il avait mis quelque chose de tout à fait noir et rien que ce fait-là a fait penser aux gens qu'il allait sortir un album, ce qui était absolument faux. Il a juste changé sa bannière, en fait. Mais tout ça pour dire qu'il se place complètement à contre-courant des tendances de communication actuelles. Et c'est ça qui le rend aussi intéressant à analyser. Et c'est parfois aussi frustrant quand on écrit quelque chose sur lui, parce que, en fait, je suis à une personne à chaque fois de le contacter. Et je connais tous ses amis d'enfance, je connais tous les gens avec qui il a grandi. Mais dès que je demande de mettre en contact avec lui, tout le monde disparaît et il ne se passe plus rien. Donc, c'est aussi frustrant qu'intéressant en termes de challenge. Bah ouais, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est absolument canon comme démarche et comme façon de faire. Enfin, c'est limite cool. Du travail d'investigation. Et puis surtout, moi, je suis assez fan. Et du coup, il y a
il y a très très peu de choses sur lui. On arrive, comme vous disiez, difficilement à se documenter. Donc, je savais pas du tout que vous alliez sortir quelque chose là-dessus. Bah, forcément, hein, je savais pas. Et je suis hyper enthousiaste de voir ce que ça va donner. Je connais pas la cool, collection. merci. Et là, pour le coup, je pense que je vais prendre le livre directement. Et je pense que ça va parler super. à plein de monde. Parce que comme disait l'éditeur tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a très peu de choses sur le milieu du rap. Là, ça commence un peu à se démocratiser en France avec une ou deux chaînes télévision qui commencent un petit peu à faire ça de manière sérieuse. Ou des réseaux qui commencent à avoir des choses un petit peu intéressantes et qui donnent du nouveau. Pas des choses, comme on disait, que sur des personnes qui ont marqué leur époque, des dinosaures qui sont forcément des références, même si lui, c'en est un petit peu une. Mais ouais, du coup, je trouve ça totalement cool. Je pense qu'il y a un vrai travail. Déjà, merci beaucoup. Je suis content que ça vous intéresse. Je pense qu'il y a un vrai travail en France à faire de dédiabolisation de la musique rap, dans le sens où beaucoup de personnes ont une image, encore une fois, très négative de cette musique-là, qui est nourrie en partie par des clichés qui sont un petit peu rabâchés tout le temps. Et s'il y a quelque chose que Kendrick Lamar réussit à faire, et je pense que c'est ce qui le rend intéressant, c'est qu'il arrive à transcender complètement cette musique-là pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand qu'un rappeur. C'est vraiment une icône générationnelle. Dans 20-30 ans, on se souviendra de Kendrick Lamar comme un des 10-15 plus grands artistes de tous les temps. Je pense même pas au niveau du rap, parce que sa musique, il a quelque chose qui est très fort, c'est que en fait, il fait une musique qui est entraînante, donc qui peut être écoutée par tout le monde, mais qui a des niveaux de lecture qui sont absolument incroyables. Un seul de ses albums pourrait faire l'objet d'un livre complet. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant aussi avec cet artiste-là, et c'est pour ça que je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Oui, et puis qui fait des choses très politisées. Le dernier clip qu'il a fait, je crois qu'en 1 heure, il y avait je ne sais pas combien de millions de vues et crée l'événement rien qu'avec un seul clip. Et je pense que ça peut. Je suis contente qu'une maison d'édition que je connais pas fasse quelque chose d'intéressant là-dessus, parce que je pense que les portes sont grandes ouvertes et qu'il y a encore. Oui, que c'est un milieu de niche, quoi. C'est un marché de niche. Il y a carrément quelque chose à faire, quoi. Sandra ? Oui, bonsoir. Merci Yves déjà, parce que je découvre votre maison d'édition, j'en connaissais le nom uniquement. Et je suis impressionnée par la diversité en fait de vos propositions. Malgré tout, et même s'il était que visiteur, Nicolas, la question que j'ai posée, elle vous est avec plaisir. Destinée. Oui. Ça va rebondir aussi un petit peu sur la question précédente, mais c'est plutôt une question relative à l'écriture. Tout à l'heure, vous disiez que c'était évidemment biographique, votre travail. Mais vous ajoutiez aussi que vous aviez l'intention quand même d'écrire quelque chose d'agréable à lire. Alors, comment est-ce que vous travaillez ça ? Est-ce que vous lisez d'autres écrivains qui font des choses un peu similaires, biographiques, mais agréables à lire ? Ou est-ce que vous investissez uniquement dans l'atmosphère et l'univers de la personne dont vous parlez? Enfin voilà, comment vous travaillez un peu le style pour que finalement ça devienne quelque chose d'agréable à lire? Alors c'est une très bonne question à laquelle j'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi. Moi je lis énormément en fait à côté, je lis beaucoup plus de romans que de livres sur la musique, même si la musique c'est toute ma vie et que ça m'occupe toutes les journées, mais le soir je lis que des romans. Et d'ailleurs j'ai écrit 2 romans en fait, donc c'est pour ça que j'essaye toujours qui vont être publiés bientôt, et j'essaye toujours de garder ce côté romancé en fait dans mes écrits. Ensuite, en termes d'inspiration, c'est vrai que dans le domaine de la musique, il y a un monsieur qui s'appelle Peter Guralnick, qui est pour moi le meilleur auteur sur la musique dans le monde entier, qui je trouve réussit à avoir cette approche-là. Alors, j'ai aucune ambition d'être l'égal de Peter Guralnick un jour. Je sais que j'y arriverai sûrement jamais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui me sert un peu de modèle pour construire mes récits. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très bien. En même temps, okay. Je peux juste en ajouter une, si Anthony me permet. Bien sûr. Pour rebondir aussi, parce que ça m'intéressait de savoir si vous étiez lecteur, vous l'avez dit, vous êtes lecteur, et vous lisez quoi principalement? Alors là, j'ai juste à côté de moi, en ce moment, j'ai un livre qui s'appelle Bubblegum, qui est publié chez... c'est un culte ? Ouais, c'est ça, qui a un pavé de plus de 1000 pages que je trouve extraordinaire.
Et sinon, qui est vraiment un livre génial que je conseille, qui est sorti juste avant le confinement, donc je ne sais pas trop si beaucoup de gens ont pu l'acheter malheureusement. Et sinon, récemment, j'ai lu un auteur islandais qui s'appelle John Kalman Stephenson, qui est peut-être mon auteur favori en fait, qu'il est devenu. J'ai lu tous ses livres directement quand j'ai commencé à lire ça. Donc vraiment quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la musique, qui n'a absolument rien à voir avec mon style d'écriture ni rien, mais ce qui me fascine en fait, c'est ces gens-là, c'est qu'ils arrivent à dire des choses magnifiques avec des mots très simples. Et je trouve que c'est le propre des bons auteurs. Et c'est en tout cas ce que j'essaye d'approcher à mon niveau à chaque fois que j'écris quelque chose. Mélanie? Mélanie, c'est à toi? Ouais. C'est bon, vous m'entendez? Oui, parfait. Bonsoir. Oui, j'avais une question peut-être un petit peu naïve, mais je voulais rebondir sur l'ouvrage sur Lamarck. Vous disiez tout à l'heure que cette bio allait sortir avant la bio en anglais. Et donc, c'est en quelque sorte une exclusivité. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que ça va arriver? Des publications de cette maison d'édition qui vont être publiées en langue étrangère? Alors, il y a différents niveaux là-dessus. Sur de la littérature, on a moins de problèmes, tout simplement parce que la littérature française est considérée comme étant un élément d'excellence. Donc, on a vendu des droits là récemment en Italie et puis au Japon en particulier. En revanche, en ce qui concerne le registre de la musique, on se heurte pour l'instant à un mur assez, enfin, qui est une espèce d'évidence. C'est que les musiques populaires, et on va dire le rock et le rap en particulier, le jazz et peu importe, enfin tout ça, sont issus et basés sur une langue assez simple, c'est l'anglais. Donc, partant de là, ils partent du principe aussi assez simple qui est que pourquoi ferait-il appel à un auteur dans une autre langue, acheter des droits qui coûtent cher, faire une traduction qui est très onéreuse, alors qu'il pourrait tout simplement commander à quelqu'un de faire la même chose. Et au demeurant, la majorité des bouquins qu'on peut faire aussi ont leur équivalent en langue anglaise. Donc ça, c'est un premier point qui est pas négligeable. Il y a 2 ans, pour autant, je suis quand même allé faire une mission exploratrice donc au Japon. J'ai dû rencontrer une trentaine de maisons d'édition. Bon, j'étais aidé par un agent là-bas, très bien accueilli, parce que bon, j'avais aussi un catalogue de à peu près 200 entrées. Mais on sort aussi, là aussi, il y a une chose assez simple. J'avais beau avoir des extraits de bouquins en anglais. Pour autant, ça ne leur suffit pas, parce qu'il faut juste imaginer le japonais ou le chinois. On est en face, on va dire, d'un type d'écriture qu'on ne comprend pas. Donc, à moins de leur donner quelque chose déjà traduit en anglais, ça va être compliqué. Et donc, on revient du coup à la même chose. Il sera plus facile pour eux, de toute façon, d'acheter un bouquin de langue anglaise que de langue française. Le mode opératoire est la même chose pour l'allemand. Quand je vais tous les ans à la foire de Francfort, on est devant la même chose. De toute façon, on débute notre échange en anglais. Voilà. Et ce qui se passe aussi, c'est que les bouquins qui se vendent le mieux, qui sont pour l'instant des autobiographies, fût-elle de Rod Stewart ou de qui on veut, c'est de l'anglais aussi. Donc, il y a des réseaux qui se sont déjà élaborés et mis en place. On a beau revenir tous les ans, de toute façon, c'est ce qu'on fait, c'est un travail peut-être de longue haleine, et on continue et on ramène les livres en disant, de toute façon, regardez, on en a fait d'autres, ce sont ceux-là, on a des chiffres de vente qui sont plutôt corrects, on pense que ça pourrait marcher chez vous. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait les Allemands, on va passer voir les Italiens, on va leur proposer la même chose. Ce à quoi ils vont nous opposer dans un premier temps, donc la même réflexion en disant ben oui, mais bon, on a déjà rencontré machin de telle maison d'édition qui nous a proposé les dernières autobiographies qu'ils auront chez eux en langue anglaise. Voilà. Donc la priorité, en tout cas, s'opère dans ce cadre-là. C'est assez difficile, effectivement, en tout cas dans le cadre de la musique, d'aller au-delà. Donc on continue, on essaye. On a eu quelques pistes. Je pense à l'Italie, notamment il y a 2 ou 3 ans, donc avec des achats. Mais ça reste périphérique, même si maintenant on se base aussi, on s'appuie sur une agence qui nous représente pour déployer cet aspect-là de l'édition. D'accord, merci. Annie Rose?
Bonsoir. Vous avez publié Dominica. Alors moi, j'avais deux questions. Est-ce que il y aura une suite à ce journal de tournée? Et est-ce qu'il y a un autre artiste dont vous aimeriez publier les chroniques? Alors, pour Dominique, on continue. On va rééditer son premier ouvrage, Un bon chanteur mort, et l'idée pour nous, ce serait de l'accompagner de son dernier texte, voilà, qui est en cours de rédaction. Donc, on attend de voir un petit peu le temps qu'il fait, si j'ose dire, pour voir à quel moment ce serait judicieux de faire ça. Bon, dans le même temps, enfin récemment, on a eu travaillé aussi avec Christophe Miossec, c'est-à-dire on a sorti une biographie sur lui, mais le jeu pour nous était aussi qu'il intervienne au maximum. C'est-à-dire que tous les entretiens, il les a revus, il a personnalisé effectivement l'ouvrage pour qu'on puisse faire quelque chose qui serait de la quasi-autobiographie. Voilà, on est en train de déployer la même chose avec Philippe Catherine en ce moment-ci. L'ouvrage aurait dû sortir avant l'été parce qu'il était sur une méga tournée et puis tout à fait ravi de voir là aussi que ce serait une grande première. Il n'y a pas d'ouvrage sur Philippe Catherine. Et puis, donc maintenant qu'il a du temps, donc il nous a dit ok, bon, mais je voudrais intervenir dedans en faisant des dessins notamment ou des manifestations graphiques diverses et variées. Donc voilà, on lui dit, on suspend la parution jusqu'au mois d'août et puis on attend maintenant ces retours pour les insérer. On est sur pas mal. Enfin, l'idée, en tout cas pour des musiciens français, ce serait d'essayer d'aller vers là. Après, ça ne nous a pas empêché, avant l'été, de sortir un bouquin sur Étienne Dao, qui était une somme de plus de 400 pages, parce qu'il y avait de quoi faire. Donc, on s'est contenté, là, effectivement, d'en faire une analyse socio-historique de son travail. Voilà. Après, enfin, pour Dominique, en tout cas, ça va être ça. Et d'autres musiciens, bon, voilà, on l'a évoqué. Après, c'est des pistes qui arrivent au fur et à mesure. On en a d'autres. Bon, je ne les évoquerai pas parce que, enfin, tant qu'on n'a pas, on n'est pas vraiment en train d'élaborer quelque chose de façon contiguë, on reste dans des domaines des hypothèses. Et des hypothèses, on en a beaucoup. À elle? Oui, moi j'avais une question par rapport au format poche. En fait, vous disiez que vous vous occupiez également de l'impression poche. Je veux savoir si c'était un choix ou une contrainte, en fait, comment vous en étiez venu à ça. Et aussi, quel était votre rapport avec les imprimeurs et est-ce que vous utilisez toujours est-ce que vous passez toujours par les mêmes imprimeurs? Enfin, comment vous travaillez avec cette partie-là du circuit du livre? Alors, le format poche, en fait, on s'y est mis à partir du moment où on a été extrêmement sollicité il y a quelques années avec notre version de Walden. On a eu beaucoup d'appels du pied et puis on se doutait bien que tôt ou tard, il y en aurait un de ces éditeurs ou structures qui allait faire une version poche. Donc, on s'y est mis et puis on s'est retrouvé là aussi devant quelque chose qui a très bien marché. Donc, on a décliné aussi, parce que l'idée pour moi, aussi à un moment donné, enfin, j'ai toujours souvenir aussi du moment où j'étais uniquement lecteur, avec peu d'argent, et évidemment, j'achetais la majorité de mes ouvrages dans une version poche. Donc, à un moment donné, on a dit donc on va descendre effectivement tout euro dans ce cadre-là, et puis on va aussi être confronté donc à d'autres maisons d'édition qui vendent notamment comment je pourrais dire, les essais à 3 euros. Donc, on est allé franco là-dessus, et puis ça a là aussi plutôt bien marché parce qu'on avait tout simplement, on va dire des traductions de très bonne qualité. Donc, on a déployé ça, et il s'avère que pour l'instant, on a essentiellement travaillé avec un seul imprimeur, qui est un imprimeur catalan, qui est du côté de Barcelone, et qui travaille avec nous, mais y compris pour des grands formats, hein, depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et on va continuer à le faire avec lui. Voilà. Et puis, ceci étant, l'année dernière aussi, on a quand même souhaité basculer, notamment tout ce qui concerne les polars, dans le cadre de maisons d'édition spécialisées, donc là notamment le livre de poche, tout simplement parce que on est en face d'auteurs qui ont de vraies ambitions, parce que d'une part ils ont du talent et on est en face sur quelque chose qui nécessite démultiplier. Le livre de poche, je pense notamment donc à Patrice Guin qui est sorti l'année dernière chez eux, c'est une mise en place en librairie de 20 000 exemplaires aussitôt. C'est tout de suite aussi un enjeu stratégique pour eux. C'est vrai que c'est un auteur qui a été aussi finaliste du prix des libraires. Donc on se disait qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il nous échappe
et qu'il rentre dans un circuit qui est celui des auteurs bien en vue aujourd'hui. Voilà, donc on s'est lancé là-dessus, et notamment on n'a pas eu tort, parce que là aussi, son ouvrage récent fonctionne très bien dans ce cadre-là. Il est encore aussi dans l'idée des coups de cœur du livre de poche actuellement. Voilà, donc il y a tout ce travail qu'on souhaite déployer, et je pense que pour partie, tout ce qui a trait au polar québécois suivra cette structuration. Eva? Merci beaucoup. Pardon. On parlait avec elle du papier et de l'imprimerie. Moi, je voulais savoir au niveau du graphisme. Enfin, vous avez des graphistes qui travaillent avec vous régulièrement. Comment ça se passe pour les couvertures? Est-ce que c'est vous qui les faites? Enfin, voilà. Je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Alors, je peux déplacer mon ordinateur. Je vais vous montrer comment ça se passe chez nous, légèrement. Comme ça, vous allez un petit peu visiter les lieux. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez là ou pas les couvertures? Oui, c'est bien. On voit. Voilà. Donc, en fait, là, il y a les couvertures des ouvrages récents qui n'ont pas fait l'objet de parution, donc des travaux récents. C'est-à-dire que généralement, donc, on les met les unes à côté des autres et on voit si elles respirent. D'ailleurs, je vois, si jamais je regarde bien, un petit Kendrick Lamar en bas, là, parmi de nombreux ouvrages. Voilà, donc on bosse effectivement de façon analogique, on les pose les unes à côté des autres. On regarde si effectivement les polars correspondent toujours à l'idée des polars. On regarde si le Élise Turcotte, qui est un roman, une fiction, fonctionne très bien à côté tout en restant autonome. On regarde la cohérence des ouvrages de musique ensemble. Voilà. Donc on fonctionne effectivement dans ce registre-là, et depuis plusieurs années, tout simplement parce que là, il y a un travail quand même qui est collégial. Dans le cadre duquel je suis qu'une des parties, on va dire, décisionnelles. Bon, peut-être qu'éventuellement, si jamais j'en ai une qui me sort par les trous du nez, vraiment, je dirais non. Mais c'est excessivement rare. C'est excessivement rare. Et puis, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est que l'équipe est relativement jeune, en tout cas bien plus jeune que moi. Et puis, il y a des points de vue qui sont tout à fait dissemblables, et je trouve ça assez dynamisant, parce que ça amène la question aussi des goûts, comment ça se passe aujourd'hui. Tiens, je viens d'échanger avec, au hasard, l'attachée de presse de chez Bourgois. Elle me dit que ça, c'est un petit peu ça dans l'air du temps. Voilà, donc on avance. Et en même temps, il nous faut quand même conserver notre esthétique, parce que ça, c'est aussi important, c'est comment un bouquin se reconnaît sur une table chez un libraire. Mais pour l'instant, on a fait quelques essais aussi avec des éléments extérieurs pour faire avancer nos ouvrages. On n'y a pas retrouvé nos petits. On n'était pas tous satisfaits. Et puis, tout simplement parce que je pense que beaucoup d'entre nous souhaitent intervenir sur les couvertures. Voilà, donc soit effectivement c'est des graphismes. Là, ces derniers temps, là, depuis l'arrivée de Théo chez nous depuis un an et demi, c'est vrai que lui, étant dans le domaine vraiment du graphisme aussi, à partir des informations qu'on donne, on échange là-dessus. Tiens, cette couverture, et je pense notamment aux couvertures récentes sur le nature writing. Une fois qu'on a figé le titre, Pierre s'est dit tiens, même je verrais bien une couverture de ce genre avec un fond, et puis après il y a Théo qui va travailler dessus, et je lui dis non, ça c'est pas bon parce que c'est un bleu, il faudrait un vert, et puis ça avance comme ça effectivement par coup, et jusqu'au moment où on se dit voilà, ça y est, là ça semble être bon, on la met sur le mur, on voit comment ça fonctionne. Si jamais ça flotte pas, on va déjà la donner ensuite donc à l'auteur. Lui-même donc va dire bon, ça va, je me sens à l'aise ou bien par rapport à ça, et on avance. Voilà. Donc c'est souvent des éléments de débat en tout cas dans notre cadre. Et puis voilà. Donc pour les imprimeurs, donc effectivement, on est sur des segments assez stables maintenant. Merci. Alors, je vais poser une question sur la dernière couverture de Patrice Guin, Le sourire du scorpion. On a été plusieurs à remarquer la double couverture en réalité. Est-ce qu'elle ne serait pas également une femme, tout simplement? Est-ce que vous avez remarqué cette particularité?
Oui et non. Enfin, alors là, par exemple, pour revenir, on est effectivement sur une exception, en ce sens où c'était une des stagiaires qui était ici. Elle a passé quasiment, je crois, 2 mois, travailler sur la couverture. Et puis, on a travaillé là aussi par élimination parce qu'on voulait quelque chose qui corresponde à cette idée de comment dirais-je, d'effet suffocant, avec le début de l'ouvrage dans les gorges de la Tara, et puis avec cette espèce de petit esquif avec deux personnes dessus. Voilà, on a essentiellement pensé à ça, avec cette idée-là de refléter ce qui concernait l'ouvrage. Après, je ne suis pas allé voir ce que vous souhaitez que je puisse voir dans ce cadre. Donc, dites-moi ce que vous avez vu. Pardon. Pardon, On a eu l'impression de voir des cuisses de femmes. Ah, attendez, je vais prendre l'ouvrage, je vais vous le dire. C'est surtout Anthony qui a vu les cuisses de femmes. Non, moi j'assume. Non, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. On a été plusieurs à voir ça. C'est toi qui nous l'a dit, effectivement. Ah, ben voilà, Céline. Alors, ouais, voilà. Après, on peut dire beaucoup de choses de couverture. Vous savez, la symbolique, on peut en tirer ce qu'on veut. Hein. Sur les tests de Rorschach, qui sont relativement complexes dans leur compréhension, on va en tirer des analyses auxquelles je ne songe pas. Je n'étais pas du tout dans cet esprit-là. On voyait bien qu'on était sur une idée de resserrement, de là avoir des cuisses de femmes. Bon, je laisse, on va dire, les personnes qui l'ont aperçu libres de leur choix. Voilà, c'est le charme aussi de ce type de travail, c'est comme la musique. On peut avoir des intentions par rapport à la construction de quelque chose. Maintenant, quant à l'émotion, c'est un autre registre, ça ne peut que nous échapper. Alors, effectivement, des interprétations, elles sont tout à fait ouvertes. Juste pour information, on échangeait là récemment avec les éditeurs initiaux de couverture d'ouvrages québécois. Pour un des polars, notamment, on avait mis des mains dans le ciel, qui pour nous était l'idée du motel de la dernière chance, ou une espèce de prière de quelqu'un qui va se faire trucider dans le quart d'heure qui suit. Et puis, il s'avère tout simplement que au Québec, c'est plus complexe que ça. C'est vrai que jusqu'aux années 70, la relation à la religion catholique notamment, a été terrifiante. C'est une espèce de mise sous boisseau qui consistait aussi à faire en sorte que toutes les femmes devaient avant tout enfanter pour que la population de langue française dépasse les Anglais et prenne le pouvoir. Et ça voulait dire aussi, effectivement, des familles de 10 personnes. Voilà. Et ça leur est resté en travers de la gorge. Et c'est vrai que l'apparition de ces deux mains jointes leur posait souci. Ce à quoi on n'aurait jamais envisagé ce type de cas de figure. Donc on s'en a expliqué sur le fait qu'en France, en tout cas, on a une relation, on va dire, peut-être un peu plus apaisée par rapport à notamment cette religion, et qu'on était plutôt séculier, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que sur une couverture, oui, on peut projeter pas mal d'analyses qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais on peut les entendre au demeurant. C'était pas un reproche, hein, bien évidemment. Hein, c'était justement une. Non. Voilà. J'entends. Je ferai un retour demain au sein de la structure en disant: avez-vous vu cela aussi? Voilà, c'est ça. Le cas, mais Magali? Oui, moi je voulais simplement poser une question, puisque la maison d'édition, elle parle beaucoup de musique. Pour vous deux, quel serait le titre à retenir? Ouf, c'est un jugement de Salomon, ça. Lequel de mes enfants vais-je laisser en cours de route? Non, c'est compliqué cette histoire. Enfin, après, on peut s'arrêter bêtement à ce qu'on appelle des effets de vente. Notre vente principale est de très loin les mémoires de l'ingénieur du son des Beatles. Ça, c'est clair. On est à peu près à 15 000 exemplaires. On va continuer, il n'y a aucun souci pour ça. Même si, effectivement, et là, c'est un espèce de retour sur notamment le livre de poche, on n'a jamais souhaité passer en poche pour des raisons assez simples aussi. C'est que même si on peut penser qu'on en vendrait plus, je pense qu'en termes de droits d'auteur, les auteurs en toucheraient moins aussi, sachant que je pense qu'on a obtenu assez rapidement une notion d'excellence quant à l'objet qui résulte du travail
qui est fait ici. Et tous les festivals qu'on a pu faire, que ce soit la Route du Rock ou d'autres lieux, à chaque fois qu'on leur a posé la question « Est-ce que vous souhaitez qu'on bascule en poche ?», c'était non. C'est un petit peu pas mal, on va dire, nos jeunes lecteurs souhaitent avoir des bouquins de ce format-là, qu'ils mettent aussi en valeur chez eux, parce que les couvertures sont de bonne qualité, avec tout simplement leurs dernières acquisitions, notamment en vinyle ou autre. Donc on est dans ce que j'appellerais aussi l'élaboration d'une mythologie personnelle. On va voir des concerts, on va se retrouver avec un certain nombre de personnes, on va acheter un certain type de livre qui va être constitutif de l'élaboration par la suite de ce qu'on appelle aussi une bibliothèque, une mémoire. Et voilà, donc pour revenir effectivement à qu'est-ce qui resterait de ça? Bon, effectivement, pour partie, c'est cet ouvrage. Et pour la partie littérature, il est évident que notre version de Walden, je pense qu'on doit être à 30 ou 40 000 exemplaires. À la fin, je ne compte plus parce qu'on a plusieurs versions. Mais si jamais, par exemple, je mets tout Taureau ensemble, on doit tutoyer les 100 000 exemplaires de vendus maintenant, ce qui est quand même très conséquent. Je rebondis là-dessus, Yves. Un bon livre, entre guillemets, pour vous, au niveau en termes de chiffres, ça représente combien d'exemplaires? 1500, 5000? C'est pas. Alors déjà, j'aurais tendance à dire, il y a des bouquins, je sais que ça ne va pas se vendre et ça va être des bons livres. Parce qu'il va manquer peut-être quelque chose là-dessus et ça m'ennuierait vraiment que le seul critère d'élaboration ou de rédaction d'ouvrage, ce soit un critère économique. C'est souvent une espèce d'aventure, un pari avec un auteur, un pitch qu'il va me donner. Et je me dis, il faut le faire celui-là. Et notamment dans le cadre de la littérature qu'on peut défendre, on s'est retrouvé effectivement pour des ouvrages qui étaient légèrement décentrés par rapport à ce qu'on est capable d'amener, de vendre. On s'est retrouvé parfois avec des bouquins qui se sont vendus entre 100 et 300 exemplaires. 300 étant à peu près, on va dire, la base pour rembourser bêtement les frais d'impression. Bon. Donc oui, vous parliez des salaires. Oui, c'est vrai que dès qu'on parle de chiffres en France, c'est pas comme au Québec. Ça je disais juste avant. Voilà, donc, oui, effectivement, il y a tout ça donc, à évoquer. Donc, effectivement, il faut que, on va dire, sur l'année, il y a un certain nombre d'ouvrages tout de même qui se vendent correctement pour qu'on puisse lisser le tout sur l'année. Voilà, donc, on va dire que si on arrive à une base d'à peu près 600 exemplaires, on va un petit peu au-delà du temps. Bon, l'idéal étant d'arriver pour certains sur au moins 1000 exemplaires. Et puis après, effectivement, on va dire une moyenne sur plusieurs années, notamment sur tout ce qui a trait à la musique. On va tourner entre 2000 et une fourchette de 5000. Ça, on a pléthore d'ouvrages. Et on peut se douter que pour partie, ces ouvrages vont continuer à se vendre par la suite. Donc, oui, voilà. On peut dire que certains, de toute façon, ça va être 500 bouquins supplémentaires tous les ans. Est-ce qu'on peut parler j'ai repéré deux prochains romans qui vont sortir de Marie-Ève Sévigny et Isabelle Chaumard. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Avec si vous avez un petit pitch des deux romans? Oui, alors pour Marie-Ève, c'est donc le premier ouvrage à paraître dans le cadre des polars québécois, qui s'appelle Sans terre. Donc l'action se passe dans l'île d'Orléans, qui n'est pas très éloignée de Québec-Ville. Et c'est un polar qui va se déployer dans un milieu, on va dire en gros écoféministe, parce que les principales interlocutrices sont des femmes, fussent-elles donc là notamment, on va dire bêtement des capitalistes, puisqu'ils ont des entreprises à faire tourner et qu'elles amènent notamment beaucoup de personnes, des journaliers venant du Mexique, auprès desquels donc évidemment le passeport est kidnappé et il y a donc un meurtre qui va s'opérer. Alors, évidemment donc tous les regards vont se porter vers eux et puis l'enquêteur qui est une personne un petit peu sur le retour, qui vit sur un bateau, qui est l'ancien amant comment dirais-je, de l'écoféministe qui remue tout à tour de bras, va devoir enquêter. Et bon, après, je ne vais pas évidemment vous raconter ce qui se passe là-dedans, parce que l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Et le message, c'est qu'on est avant tout devant des zones grises, que ce qui semblait simple au départ ne l'est pas au final.
Voilà, donc ça pose le postulat de pas mal de choses là aussi. Et ce qui est assez intéressant aussi, pour l'instant, dans les polars québécois que j'ai pu prendre, on est aussi sur des choses qui, souvent, ne font pas plus de 200 pages. Ils ont l'art et la manière de réussir à faire quelque chose de très très fort, de très resserré, sur peu de volume. Alors ça ne veut pas dire que tous les bouquins qu'on va prendre font entre 100 et 150 pages, mais néanmoins, ils ont cet art du resserrement, du scénario qui est très très fort. Donc ça, c'est la première chose. C'est un bouquin qu'on devait sortir au mois d'avril, qui est reporté au mois de juin. Et l'auteur donc avait obtenu une bourse, notamment du Canada, pour venir en France présenter son ouvrage dans un certain nombre de festivals. Et puis bon, voilà, tout est un petit peu remis en question. Voilà, donc ça c'est le premier. Le second, d'Isabelle Chomarne, c'est son deuxième ouvrage, le deuxième polar chez nous. Bon, elle a un tropisme pour l'instant, en tout cas, de déployer ces deux actions en Corse. C'est une région dans laquelle elle est très très souvent, et elle est de fonction sociale, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé dans le social. Elle a fait des livres là aussi qui ont dénoncé un certain nombre, on va dire, de catastrophe dans le milieu dans lequel elle était. Elle a été lanceuse d'alerte et donc démise de ses fonctions à un moment donné. Et puis, elle a souhaité faire en sorte que ce polar se passe autour d'une prison pour enfants qui a existé pendant très longtemps en Corse à côté d'Ajaccio, qui a été masquée pendant très longtemps, jusqu'au moment où, on va dire, des historiens l'ont redécouvert. Il y a 5 ou 6 ans, ça fait l'objet effectivement de dénoncé dans la presse locale, et elle s'en est saisie pour déployer les conditions, on va dire, sanitaires dans lesquelles un certain nombre de personnes ayant quelques pathologies graves sont amenées à vivre. Voilà, ou tout simplement bêtement des infirmières devant des surcharges de travail dans ce cadre-là. Et donc l'action se déploie dans un périmètre assez resserré, qui est le lieu effectivement où se trouvait cette ancienne prison, sur laquelle se trouve au demeurant donc un hôpital. Et c'est les va-et-vient donc historiques et narratifs qui font s'opérer. Alors d'un côté, ça sent effectivement, on va dire, ce côté maquis corse qui est assez lumineux, et de l'autre côté, effectivement, il y a une pression assez terrible parce que, en fait, c'est un travail, enfin, qui se déploie plutôt dans un milieu refermé qui est très très douloureux. Voilà. Donc, ouvrage à sortir là aussi au mois de juin. Et puis, voilà, il y a tout ce fichu travail à remettre en place là aussi, avec des librairies qui se remettent en route avec des bonheurs divers et variés. Le titre, c'est bien Le Sacrifié de Castelluccio. Absolument, et Castelluccio est le lieu, effectivement, où se trouvait cette prison. C'est-à-dire que tout est basé, quand on prend l'historique, tout est basé sur des faits réels, et quant aux conditions dans lesquelles effectivement vivent ces enfermés aujourd'hui, sont des conditions qu'Isabelle a pu connaître dans le cadre de son travail, avant qu'on lui fasse comprendre que donner des vérités n'est pas garante de conserver son emploi. Est-ce qu'on peut revenir, Yves, si personne n'a d'autres questions, je continue, mais est-ce qu'on peut revenir sur cette période de confinement? Est-ce que c'est une période qui vous a fait mal financièrement? Est-ce que vous en sortez plutôt bien? Tous les petits éditeurs qu'on a eus nous ont dit que globalement, ils tiraient assez leur épingle du jeu et qu'il n'y avait pas forcément de difficultés. Est-ce que c'est aussi votre cas? Alors, pour l'instant, c'est le cas. Ça redémarre. Enfin, il est vrai que courant du mois d'avril, ce qu'on a rentré, c'est de l'ordre du zéro, quoi. On n'est pas allé très loin, même si on a ouvert de nouveau le site internet, on a eu comme des ventes assez correctes dans ce cadre-là, mais on est loin des chiffres d'affaires qu'on faisait, quoi. On était aux environs de 40 000 € l'année dernière. Si on arrive à 4 000 pour le mois d'avril, on en sera ravis. Mais le problème n'est pas là dans le fond. Le problème est qu'est-ce qui va se passer cet été. Là, pour l'instant, on a libéré, on va dire, 2 mois d'ouvrage, avril, mai, voire même juin. Le tout va se retrouver sur les tables des librairies. De toute façon, elles, pour autant, n'auront pas grossi. Mais le mot le reste, c'est 5 ou 6 bouquins qui vont arriver. Malgré les discours qu'on peut avoir concernant Gallimard et les autres, on va se retrouver avec des bouquins par centaines. Qu'est-ce qui va se passer des bouquins qui n'ont pas été vendus? Est-ce qu'ils vont faire l'objet de retours?
Est-ce que les bouquins qu'on va livrer, est-ce qu'on aura les mêmes offices? D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Tous les bouquins qu'on avait programmés pour le mois de mai, qui ont été déplacés, on a des offices qui ont diminué de 30%. Est-ce que pour autant, tout ça, ça ne va pas faire l'objet de nouveau de retour, sachant évidemment que la tradition française veut que on travaille déjà, de façon assez crétine d'ailleurs, sur la rentrée littéraire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des librairies qui reçoivent des présentations de bouquins à apparaître entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc ça veut dire que tout ça, ça va rentrer aussi au courant du mois d'août, vers le 15 pour les premiers. Et tout ça, ça va s'amonceler. Ça veut dire qu'on aura tous ces bouquins qui seront rentrés en juin. Comment vont faire les libraires? Est-ce qu'ils ne vont pas tout ramener? S'ils ramènent tout ça, c'est sur quels critères nous, on va devoir restituer en fait les ventes, parce que nous en fait on est basé sur un truc assez simple, c'est que les bouquins, à partir du moment où le distributeur les amène chez un libraire qui donc met un tampon sur la facture, font l'objet effectivement donc d'une traite. Mais à un moment donné, donc tout ça, ça veut dire que si jamais ça n'est pas vendu, il va falloir qu'on les rembourse. Et là, on se retrouve devant effectivement devant des problèmes de trésorerie. Et ça va arriver, je pense, à partir d'août. Et ça va continuer certainement jusqu'en décembre, parce que ça va monter crescendo jusqu'au mois de novembre. En novembre, on va se retrouver devant les bouquins de fin d'année. Et puis, c'est là qu'il y aura de la casse. C'est-à-dire que soit, pour certains, ils auront réussi à faire le looping au final, c'est-à-dire à récupérer suffisamment de trésorerie, parce qu'à partir de décembre, ça va de nouveau bloquer. Parce qu'il y aura une nouvelle rentrée qui va s'opérer, et quid de cette affaire. Donc, j'ai plutôt des inquiétudes sur la façon dont ça va se déployer à partir de l'été que ce qui s'est passé maintenant. Pour l'instant, on est dans, comment je peux dire, dans l'œil du cyclone. Annie-Rose? Vous êtes l'éditeur phare de tous les bibliothécaires musicaux de France. Est-ce que le soutien des bibliothèques est important pour votre maison d'édition? Oui et non. Parce que dès qu'on est dans une bibliothèque, mais c'est ça le charme des bibliothèques aussi, c'est qu'ils achètent 2 ou 3 livres et puis après, il y a 50 ou 100 lecteurs, ce qui est au demeurant le rôle des médiathèques. C'est vrai que, on le sait, de toute façon, toutes les médiathèques que j'ai pu faire, j'ai fait aussi partie d'un certain nombre de réunions, on va dire annuelles, de médiathèques pour présenter nos livres. On sait que la partie musicale leur sert beaucoup pour élaborer indépendamment du fait d'avoir nos livres, d'élaborer leurs fonds musicaux. Donc on est tout à fait ravis, on a des échanges assez intéressants avec tout le monde dans ce cadre-là. Mais voilà, donc c'est intéressant, mais ça pose ce problème-là. C'est-à-dire que si on ne devait compter que sur les bibliothèques, ce serait compliqué. Mais même si c'est vraiment un fichu plaisir, et j'ai de nombreuses photos à cet égard-là, de me dire, mais mince, oui, on a réussi, en tout cas, un des objets finalement du travail d'éditeur, c'est de fournir de la pédagogie. Je reviens toujours à cette histoire parce qu'on a toujours pensé que la musique, c'était, pour reprendre la formule de Frank Zappa, c'est un truc d'idiot sur lequel des idiots ou des crétins écrivent, qui sont lus par des crétins. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'en vaut pas la peine, quelque part. Et moi, je pense que, quoi qu'on en dise, que ce soit un groupe on va dire, de heavy metal ou Kendrick Lamar, ils font ce qu'on appelle des œuvres. Et que ces œuvres-là ont du sens et sont logiques en interne, et qu'il s'agit de décrypter ça. Donc, et ça, en tout cas, c'est le travail qu'on a pu percevoir, notamment via les retours qu'on avait auprès des médiathèques. C'était cet échange-là. Je ne comprends rien au hasard, le discours c'est un petit peu ça, je ne comprends rien à ce type de musique, mais grâce aux ouvrages que vous avez faits, tout s'éclaire. Et ça, franchement, ça, voilà, là aussi, c'est un plaisir absolu que d'être en face de ce genre de retour. Et petite question, vous travaillez dans une bibliothèque peut-être? Oui, c'est bien ça. Je suis bibliothécaire, donc, et je gère un secteur où il y a une bibliothèque. Donc, en effet, on achète quasiment tout le catalogue. Pour tout vous dire, c'est à chaque fois un plaisir, et on sait qu'on a des ouvrages de qualité qui nous servent, nous, en tant que bibliothécaires, et qui plaisent au public. Vraiment. D'accord. Vous travaillez dans quelle médiathèque, si ce n'est pas indiscret? À Hérouville-Saint-Clair, près de Caen. D'accord. On vérifiera les chiffres. Non, mais je ne peux pas, en revanche, avoir accès à ça. Autant je peux avoir des chiffres sur les ventes réelles des libraires,
ce qui peut créer parfois des surprises, effectivement, entre les oh, je te jure, on va t'en prendre une pilée et puis on voit le résultat. Mais Hérouville Saint-Clair, on a un auteur qui n'est pas très loin de chez vous, effectivement, qui s'appelle Steven Gesovani, qui a écrit pléthore de livres et qui nous prépare un bouquin sur la Fitzgerald pour l'année prochaine. Et on avait comme velléité à un moment donné aussi de participer au festival qui se trouve à côté de chez vous, là, qui généralement, je crois, débute au mois de juin. Dans le monde m'échappe. Là. Ce Jazz gros sous les pommiers. festival. Non, du tout. Il y avait notamment comme tête d'affiche aussi, comment s'appelle-t-il, Philippe Catherine cette année. Ah, Bourgard, le festival Bourgard qui est à Hérouville Saint-Clair, du coup, oui. dont on est partenaire. Ouais. Ben voilà, vous voyez, donc on connaît un petit peu effectivement le périmètre. En tout cas, je vous remercie de ces mots, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Si quelqu'un a une autre question, quelqu'un va intervenir. Alors, si personne n'intervient, on va faire une petite photo de groupe, qui est un peu la tradition. Donc, mettez-vous sur votre plus beau profil. Et on y va. 3, 2, 1. Top. OK, c'est bon. C'est dans la boîte. Alors, merci Yves, merci Nicolas de nous avoir consacré ce temps. Merci à vous, c'était très agréable. Personne d'autre n'a de questions, hein? Je ne frustre personne, hein? C'est bon, hein? OK. Alors, entre nous, c'est ce qui arrive souvent dans ce cas d'échange. Hein. N'hésitez pas, si d'aventure vous avez des questions, le mail du Moi le Reste est effectivement accessible dans le cas de notre site. Et si jamais effectivement vous voulez approfondir des questions liées à des objets plus pointus, n'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir. Ce sera moi ou peut-être Pierre qui échangera avec vous à ce moment-là, quoi. Super. Merci. Vous êtes au courant pour la parution de l'ouvrage. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.